Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Ça faisait longtemps, mais on est reparti enfin pour des nouvelles deck tech avec des invités. Et aujourd'hui, on a avec nous Soul Sony qui est là avec nous pour nous parler de ses decks. Alors déjà, Oni, bienvenue à toi. Et est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour again, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Adrien, aka Oni, ou Soul Sony. Je suis un joueur de Commander depuis un petit moment maintenant. Je sévis surtout en région parisienne, où je suis d'ailleurs président de l'association Magic Biquet, qui possède le plus gros Discord de deck building et de duel Commander francophone. Où je vous invite à nous rejoindre pour parler de vos généraux de cœur. Et je suis aussi arbitre au niveau 1 et organisateur de tournois dans le cadre de l'association Magic Biquet. J'essaie d'être sur tous les fronts de MTG. Je joue aussi en Legacy, même si là on s'éloigne un petit peu du CG du Commander. J'ai mon registre, plusieurs petites performances sympas en Legacy, quelques-unes aussi sympas en Commander, quelques top 8 de Zap. Je t'avais déjà vu avant. Tu étais venu il y a quelques années maintenant pour nous présenter ta deck tech de J-Trog, hein, ta grenouille favorite. Le principe d'avoir un invité, c'est qu'il vienne nous parler de son petit général de cœur ou son général du moment. Toi, du coup, t'es venu avec quoi? Aujourd'hui, je suis venu te présenter Citis, Harvest Hand. Il n'y a pas beaucoup de rapport avec J-Trog. On retrouvera quelques cartes parce que j'ai du mal à me passer de Crop Rotation quand je joue du vert. Mais on est toujours sur le registre d'un deck combo. Sauf qu'effectivement, cette fois-ci, on change complètement de registre. On va plus jouer avec nos terrains, mais on va jouer avec un autre type de carte. On va jouer avec des enchantements. Et ça fait plaisir. Et on va toujours piocher des cartes aussi. Ça, c'est très important. Donc, Citis Harvest Hand, c'est une créature enchantement légendaire de type nymphe. Donc, nymphe, c'est pas un type qui est très important, mais on verra qu'il y a 2-3 cartes qui interagissent avec les types de créatures dans le pack. Donc, c'est assez important de savoir que c'est une nymphe, et c'est aussi important de savoir qu'il n'y en a pas beaucoup dans Magic des nymphes. Le fait que ce soit un enchantement aussi, c'est très important, parce qu'on joue un deck enchantress, donc un deck tribal enchantement, et le fait que ce soit un enchantement elle-même va beaucoup avoir d'importance. C'est un général Celestia qui coûte que 2 mana. Donc c'est pratique d'avoir accès à sa command zone tôt dans la partie de manière générale en commandeur. Donc ça c'est un gros avantage. Par contre elle n'est que 1-2, donc elle a vraiment pas des stats qui sont faites pour tenir la table. Les 2 d'endurance lui permettront de bloquer de temps en temps des petites créatures avec 1 de force qui viendront aller chercher des triggers hydriques ou ce genre de choses. Mais en même temps, elle est vraiment pas là pour agresser avec ses stats complètement anémiques. Et donc Citis a une capacité qui est très intéressante, qui est un effet qu'on appelle l'effet Enchantress, qui vient de la carte Enchantress Présence, et qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'enchantement, on pioche une carte et on gagne un point de vie. Alors les Enchantress habituellement ne font que piocher une carte. La Citis a le bon goût de faire gagner un point de vie au passage. C'est souvent anecdotique, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de match-up où ça va jouer, ça va faire la différence, et c'est ce qui fait que notamment Citis se sent plutôt bien face aux agros très burn, parce qu'on est capable de gagner des grandes quantités de points de vie en lançant plein d'enchantements dans le même tour. Je pense aujourd'hui tenir avec Citis, c'est un bon candidat pour la reprise des tournois de l'année 2020-2022, et on espérera de mettre la liste en top 8 prochainement. Bon, là, je crois qu'on peut le dire, tu m'as affronté à la ronde 1 de notre tournoi du mois d'août. Est-ce que c'est ton premier tournoi avec Citis? Alors oui et non, j'avais fait le tournoi des chroniques, donc encore une fois que tu co-organises. J'ai très vite laissé tomber pour plusieurs raisons. La première, c'est que la liste n'est pas du tout celle qu'on va présenter aujourd'hui. Elle a subi de nombreuses modifications pour le mieux. Et la deuxième raison, c'est que je suis parti en vacances et que du coup, j'avais pas l'occasion de jouer pendant 2 rondes. Du coup, j'ai dit que c'était peut-être pas la peine. Donc ça n'a pas été très très glorieux, mais là donc on a joué la première ronde au moment où on enregistre cette deck tech. C'était contre toi et on a pu voir un petit peu ce que faisait Citis en jeu, et c'était plutôt agréable, en tout cas de mon côté. Surtout que Ok. je me suis fait exploser. Alors, en plus, Ah ouais, on va cacher ça. on va cacher la misère. Alors, je t'avoue, t'es pas le seul hein, à être venu nous parler de Citis, hein. On avait eu Shino qui était venu au tout début de l'extension Modern Horizon 2, hein, quasiment dès que toutes les cartes avaient été révélées. Il était venu un jeudi soir pour nous montrer du coup ce deck, ce qu'il en avait fait. C'était déjà hyper cool, mais toi, t'es venu avec quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu les particularités de ton deck par rapport à celui de Shino? Si je me souviens bien, Chino, j'étais allé regarder du coup le replay des matchs qu'il avait fait au Commander Club.
Et il jouait une liste beaucoup plus agressive avec des effets plus ou moins enchantress qui se pumpaient, et il jouait des enchantements qui boostaient pour le nombre d'enchantements en jeu, ce genre de choses, que moi je joue pas du tout. Mais c'est quelque chose qui a été essayé, et je trouve ça très bien qu'il l'essaye parce que c'est quelque chose qui a été exploré. Le général est très nouveau puisqu'il vient de Modern Horizon 2, et il y a encore beaucoup de choses à faire. L'objectif du deck, ça va être d'abuser de la capacité de Citis, de la faire venir tôt dans la partie et de piocher un maximum de cartes avec elle grâce à des enchantements à vraiment pas cher. Donc ça, on va tout de suite commencer à parler du corps du deck. Le deck a une composition qui est assez intéressante, c'est que on a une grosse trentaine de terrains. Donc moi, je suis actuellement à 35 plus une carte de terrain modale, donc pour un total de 36 mana source. Et je joue 38 enchantements, donc ce qui est vraiment monstrueux. On joue vraiment beaucoup d'enchantements, de la même manière qu'un pack comme Saskia va jouer beaucoup de créatures. Nous, on va jouer beaucoup d'enchantements. Et à côté de ça, on joue une petite pelletée d'une dizaine de créatures, quelques instants de sorcellerie, et je joue une toute petite poignée d'artefacts, principalement de la mana. Dans les enchantements, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, on va avoir deux grandes catégories d'enchantements. La première, c'est les enchantements à fort impact, qui sont souvent des enchantements plus chers au mana, mais qui ont un impact sur la partie qui est assez important. Ça va être par exemple des Oblivion Rings ou des vagues de parallaxe, qui sont des enchantements qui vont pouvoir faire vraiment beaucoup de choses sur le champ de bataille et vont avoir de l'impact. Et la deuxième catégorie d'enchantements, c'est les enchantements pas chers, mais de hate. Donc ça va être des cartes comme Silence de pierre ou Repose en paix, qui sont des enchantements qu'on a l'habitude de voir dans les sideboards de Modern ou de Legacy, mais qui là du coup sont joués dans le deck, car c'est des enchantements qui coûtent pas cher en mana, souvent 1 ou 2 maximum, et qui vont permettre de voler un petit peu des parties face à des packs qui souffrent beaucoup face à ces cartes de side. On joue principalement des cartes de ce style qui vont impacter sur le cimetière, les artefacts ou les créatures qui souhaiteraient attaquer. Parce qu'en fait, c'est la petite faiblesse de City, c'est que comme elle est limitée à 2 couleurs, on n'a pas accès à certains enchantements comme par exemple Flint Blitz en rouge ou Blood Moon, qui pourrait être ce genre d'enchantement qui viendrait plier des parties et un peu les voler de manière sideboardée, sans sideboard puisqu'on est en duel commander. Citis est un deck qui est capable de s'adapter au méta. Dernièrement, on avait un méta très fort sur le cimetière, avec notamment Inala, qui fort heureusement a été banni depuis, et qui explique la présence de cartes comme Grand Seal, Repose en paix ou Wheel of Sun and Moon. Ces 3 enchantements qui sont très énervés contre le cimetière. Demain, si les packs jouant sur le cimetière deviennent plus faibles, plus rares, il est possible que parmi ces enchantements, certains sautent pour laisser la place à d'autres enchantements de hate. Qu'est-ce que tu joues dans le deck qui, pour toi, ne pourrait pas du tout être enlevé sous peine que le deck perde de sa stabilité et du coup de sa puissance, qui fait qu'il a un sacré potentiel en ce moment en termes de victoire? Et bien parmi ces enchantements, il y en a quelques-uns seulement. Les premiers, c'est les enchantements qui vont être capables de générer de la mana supplémentaire sur nos terrains. Je pense à Utopia Sprawl par exemple ou Wild Growth, qui sont les deux principaux, qui vont être des enchantements à bas coût, qui sont souvent gratuits entre le tour où on le joue et le tour où on les active, puisqu'on va pouvoir payer un mana, enchanter un autre de nos terrains et le taper directement et pas perdre la mana, tout en piochant une carte au passage avec un de nos effets enchantress. Les autres enchantements importants, ça va être les enchantements de protection. Donc il y en a plusieurs. Il y a évidemment Greater Warmancy et Sterling Grove qui vont donner Exproof ou Shroud à tous nos enchantements et nos créatures enchantées. Et c'est là où le type enchantement de Citis est très important, parce que c'est un des enchantements qui va permettre de protéger Citis avant même qu'elle ne touche au champ de bataille. Et donc il n'y a aucune fenêtre où l'adversaire va pouvoir lancer un sort de destruction sur Citis. Les autres enchantements de ce type, c'est aussi les cartes d'armure totémique ou de protection qui vont ainsi du coup donner soit des protections intéressantes comme le rouge ou le noir à Citis pour la protéger des removal, ou comme Yana Umbra qui vont lui donner un bouclier avec l'armure totémique et ainsi la protéger. Dans les autres enchantements très importants core deck, c'est les enchantements de removal. Donc on avait déjà évoqué Oblivion Ring, qui est peut-être le plus emblématique, puisqu'il va nous permettre de gérer n'importe quel permanent non terrain. Je pense aussi à Song of the Dryad, qui d'une certaine manière va permettre de gérer n'importe quel permanent en le transformant en forêt. Et il y a les enchantements plus orientés sur le kill,
qui sont importants, tels que Sigil of Empty Throne, qui va permettre là de générer plein d'anges et d'aller cogner l'adversaire pour tuer. Et d'ailleurs, en parlant de tuer, ce deck a plusieurs moyens de tuer. La plupart passent par des enchantements, mais on verra aussi qu'il y a un peu une carte de joker qu'on retrouve souvent dans mes builds, il faut l'avouer, qui est Emrakul. En fait, le pack est capable de générer des quantités de mana assez folles grâce à un terrain qui agit avec les enchantements qui s'appelle Serra Sanctum, qui est un terrain légendaire qui s'engage pour faire un mana blanc pour chaque enchantement que l'on contrôle. Et c'est là où on voit toute la mécanique de Cities qui commence à se mettre en place. L'objectif de Cities, du coup, ça va être d'avoir un effet enchantress en jeu, de lancer un maximum de petits enchantements pour piocher et avancer dans le pack, de trouver beaucoup de mana grâce à ces enchantements, soit parce que ce sont des enchantements à mana, soit parce qu'on a Serra Sanctum sur le champ de bataille, et du coup Serra Sanctum s'engage pour encore plus de mana, au fur et à mesure qu'on joue des enchantements. Et du coup, on arrive assez facilement à Serra Sanctum qui s'engage pour 8, 15, voire même parfois plus de 20 mana. Et du coup, à ce moment-là, lancer Emrakul, même avec un Rest in Peace en jeu, c'est facile. Dans les autres kills du pack, on a une combo que je joue, qui est celle entre Starfield of Nyx et Parallax Wave. Donc Starfield of Nyx en lui-même est déjà un kill, puisqu'il va transformer tous nos enchantements en créatures avec une force et une endurance égale à la mana value des enchantements. Ça permet d'aller cogner tout de suite très vite très fort avec nos Oblivion Ring qui seront du coup maintenant des 3-3 ou nos repos en paix qui sont des 2-2 et d'aller cogner comme un sourd. Donc souvent ça fait un effet un peu overrun, on pose Starfield of Nyx et on est capable directement d'attaquer pour tuer. Mais il existe aussi la combo avec Vague de Parallax. Une fois que Vague de Parallax devient un enchantement, il va être possible pour elle de se cibler elle-même et ainsi de se reset. À partir de là, on peut faire en fait une boucle qui consistera à exiler toutes les créatures du champ de bataille en permanence, tout en ayant, nous, tous nos enchantements sous forme de créatures capables d'attaquer. Autant dire qu'à partir de ce moment-là, c'est très très compliqué pour l'adversaire de nous tuer, nous on va pouvoir tuer très très vite. A noter que si on a le moindre enchantement qui pioche, on va être capable de piocher instantanément notre deck en entier, y compris Serra Sanctum et Emrakul, et de revenir au kill principal. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé de Sigil of Empty Throne. Lancer des enchantements pour créer des anges 4/4 vol, ça tue très très bien. Et encore avant, dans la mana base, je vous ai parlé d'une carte modale qui est Emeria's Call, qui pour 7 de mana va nous permettre de créer 2 jetons d'ange 4/4 vol. Et on dirait pas comme ça, mais c'est assez régulier que ce soit assez pour aller tuer. Enfin, le dernier kill vraiment solide du pack, c'est Destiny Spinner, un enchantement créature qui nous vient de Theros Beyond Death. C'est une petite 2 de mana de 3 qui fait que nos créatures et nos enchantements ne peuvent pas être contrecarrés. Et étant elle-même un enchantement, elle va permettre de générer un effet enchantress, donc de piocher une carte. Et à partir de là, de protéger tous nos enchantements et d'être sûr qu'ils passent afin d'être certain que Sanctum produira un maximum de mana. Mais elle a aussi une capacité qui est à mon sens très intéressante, c'est que pour 4 de mana, elle va transformer un terrain qu'on contrôle en XX élémentaire avec piétinement et célérité, X étant le nombre d'enchantements qu'on contrôle. Donc encore une fois, on retrouve cette thématique de Serra Sanctum d'être pour le nombre d'enchantements qu'on contrôle, on va faire un effet. Et là, avec Destiny Spinner, comme je vous disais tout à l'heure qu'on était capable d'engager Serra Sanctum pour 8 ou 15 mana, imaginez que pour 4 de mana, vous transformez vos terrains en 10 piétinement. C'est assez facile d'aller tuer l'adversaire après ça. Afin d'assembler tout ça, on a plusieurs choses. Premièrement, des tutors. Donc, plusieurs tutors pour trouver Serra Sanctum. Crop Protection, Sylvan Scrying, Expedition Map. On essaye aussi Search for Glory, qui va nous faire la jonction avec l'autre type de tutor, qui est le tutor de créatures. Donc que ce soit des Eladam Riscall ou des Worldly Tutors, ça nous permet ainsi de trouver nos kills, principalement Emrakul, mais aussi parfois le Serra Sanctum avec des jambes qui s'appelle Sanctum Weaver. Et enfin, pour consolider le tout, on a des effets de protection, donc sous la forme d'enchantement, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sous la forme de Mère des Runes, Giver des Runes ou Benevolent Bodyguard, et des sorts comme Flawless Maneuver ou Reverent Mantra pour protéger Cities, et garantir ainsi que l'effet enchantress qu'on a sur le champ de bataille restera, parce que Cities est très faible, elle mange tous les removals de la planète, et c'est important de la protéger, parce que quand elle commence à coûter 4 ou 6 mana, c'est vraiment beaucoup, et on n'est plus capable après d'assurer le cast de Cities plus d'enchantements dans la même foulée. Il y a une catégorie d'enchantements que les joueurs de aggro adorent par-dessus tout, c'est les enchantements dits de propaganda, ou de Ghostly Prison.
et ben notamment Ghostly Prison, qui sont en fait des enchantements qui vont taxer l'adversaire pour chacune des créatures avec lesquelles il souhaite attaquer. Ça va de la plus classique, Ghostly Prison, qui coûte 3 et taxe de 2, à la plus cheap, Elephant Grass, qui elle taxe aussi de 2 pour un seul mana, mais a un entretien cumulatif, mais elle a la petite particularité d'interdire complètement aux créatures noires d'attaquer, ce qui est plutôt appréciable dans des match-ups tels que Ogak, par exemple, ou Rebek Armix, pour citer un adversaire que j'ai eu récemment. Et le plus violent et le plus cher, en mana en tout cas, Sphere of Safety, qui demandera à votre adversaire de payer autant que vous avez d'enchantement. On peut noter l'absence, en tout cas dans ma liste actuelle, de Moth, qui est absente tout simplement parce qu'en fait, à Magic, il existe des créatures avec le vol, et du coup, Moth ne nous protège pas totalement. Et à partir de là, moi, j'ai décidé de me passer complètement de la carte. Il n'est pas impossible et pas non plus, farfelu de jouer Moth dans Cities. L'attaque, c'est assez violente, puisque seules les créatures avec le vol peuvent attaquer, mais j'ai tendance à penser que c'est pas assez efficace. Enfin, il y en a un qui est un peu particulier, c'est Solitary Confinement, qui, lui, ne va pas taxer les attaquants, mais va nous protéger de la même manière qu'un Glacial Chasm, en nous donnant le Shroud, et en prévenant toutes les blessures qui nous devraient être infligées. Donc c'est assez efficace, parce qu'on peut plus nous demander de défausse, on peut plus prendre M-Recul dans la tronche, on prévient toutes les blessures qui nous sont infligées, il n'y a plus que les pertes de points de vie, mais alors pour faire des pertes de points de vie sans nous cibler, bon courage. Seul petit défaut, c'est qu'on doit défausser une carte à l'entretien pour l'entretenir, justement, et on passe notre phase de pioche, qui normalement n'est pas trop un problème avec Cities, parce qu'on est capable de compenser ça assez facilement. Il y a aussi un terrain qui nous permet de compenser ça, qui est le Hall of Geode Generosity, qui est un terrain qui ne vaut rien de Modern Horizon 1, qui nous permet pour 2 mana et l'engager de remettre un enchantement depuis notre cimetière au-dessus de la bibliothèque, ce qui va nous permettre du coup d'entretenir le Solitary Confinement sans passer par l'étape où on perd notre pioche, puisqu'on va repiocher à chaque fois Solitary. Alors du coup, je regarde ta liste et je vois que tu as. Alors tu nous as parlé tout au début que tu avais ces espèces de slots un peu métagamés, dont on peut retrouver par exemple des cartes comme je suppose. Hein. Alors il y avait aussi le côté, comme tu disais aussi, qu'il fallait des enchantements pas chers et que je vois du coup des cartes comme Carpet of Flower, Elephant Grass, Wheel of Sun and Moon. Ça, c'est des cartes qui pour toi restent très définitivement de fait de leur coût ou c'est vraiment parce que tu t'attends à avoir une méta où il peut y avoir du bleu, du noir et visiblement des trucs qui vont dans le cimetière? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Comme tu l'as dit, c'est des enchantements qui d'abord coûtent pas cher. Et c'est vraiment important d'avoir une base d'enchantement qui est pas cher en mana, notamment pour pouvoir faire dès le T2 ou dès le T3, Cities plus un enchantement. Ainsi, on pioche directement une carte, sans laisser la priorité à notre adversaire pour tuer Cities. Et si Cities est tué par notre adversaire, elle nous a déjà fait piocher une carte, du coup on a déjà généré un 2 pour 1 plutôt agréable, parce que nous on a lancé un enchantement, pioché une carte, et joué notre commandant qui nous coûte pas vraiment de cartes, même s'il coûte de la mana en plus par la suite, alors que l'adversaire lui a dépensé un removal, donc on a fait beaucoup de choses face à lui. Donc c'est très très important d'avoir beaucoup d'enchantements pour pas cher, et Carpet of Flower fonctionne super bien pour ça. En plus de ça, Carpet of Flower fonctionne très bien parce qu'il nous génère de la mana, et comme on l'a dit, on a un nombre de terrains qui est plutôt bas. Et dans les match-ups a priori bleus, qui sont plutôt des match-ups dans la longueur, et du coup avoir cet accès à de la mana en continu tout au long de la partie est plutôt appréciable. Concernant des enchantements un peu plus énervés comme Stony Silent ou Rest in Peace, là c'est des choix un peu métagamés, mais aussi il faut bien voir que en Commander c'est assez difficile de trouver un pack qui joue pas du tout avec son cimetière, ou qui joue pas du tout d'artefacts. Donc c'est des cartes qui trouvent régulièrement un petit intérêt, mais qui, lorsqu'elles sont jouées face aux bons adversaires, vont être vraiment dévastatrices. Essayez de mettre sur la pile un Stony Silence face à un joueur de Kinan, et normalement vous allez voir, il fait un peu la tronche. De même, un Rest in Peace face à un Hogak, un Jitrog par exemple, pour parler d'un deck que je connais bien, normalement ça tire la langue aussi. Et en fait, ce genre d'enchantement, il y en a quand même
quelques-uns. Il y en a quand même pas beaucoup non plus, mais il y en a 4 ou 5 et je pense que c'est important d'avoir des slots comme ça. Parce que le deck est fort, mais il est pas parfait. Il a des angles faibles et avoir des cartes capables de dire: «Bah écoute, je suis désolé, mais là pour 2 mana, je vais gagner la partie». C'est plutôt pas mal, surtout qu'on a accès à quelques tutors en enchantement, pas beaucoup. Par exemple, dans ma liste, il y a pas Idyllic Tutor parce que je trouve que payer 3 mana, c'est un peu cher payé, mais ce serait pas déconnant de le lister et je sais qu'il y a des gens qui le jouent et c'est quelque chose auquel je réfléchis encore. Et je pense que le dernier enchantement dans le genre que je joue, moi personnellement, c'est Suppression Field, qui est une carte qu'on voit pas du tout, qu'on voit très rarement et qui demande en fait de payer 2 de plus pour les capacités activées. Donc les capacités activées, c'est évidemment pas les capacités de mana, mais craquer un fetch quand ça coûte 2, bah, ça peut plier une partie. Si vous êtes sur le play, que votre adversaire n'a que des fetch en main et poser un seul terrain, là il peut plus jouer. Donc c'est assez fort contre 5C par exemple. Ça marche aussi contre les Planeswalkers, donc qui est un type de permanent que le deck a du mal à gérer en dehors de ses Oblivion Ring. Du coup, être capable de dire: «Bah, écoute, en fait, tu veux jouer plein de Planeswalkers parce que tu jouais Minatou, très bien, mais en fait, ça va te coûter 2 mana de plus». Ça a tendance à beaucoup paralyser les decks. Donc c'est une carte que j'apprécie énormément. Faut faire attention à pas se faire avoir avec nos propres fetch, si on en joue et bien penser à commencer par craquer ses fetch, avant de jouer notre Suppression Field. Ouais, c'est effectivement une très bonne leçon ce que tu dis parce qu'on n'a pas forcément le réflexe justement de craquer le fetch avant et que après bah du coup ça peut être très punitif et du coup on peut très facilement se faire avoir notre propre piège finalement. Oui, et ça coûte très très cher à ce moment-là parce que ça nous délaie de, de 2 mana et comme le pack court après sa mana pour lancer ses enchantements, c'est vraiment vraiment compliqué. Alors tu nous as surtout parlé au début de deux terrains en particulier. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de ta mana base? Parce que je vois justement que tu n'en joues pas beaucoup des terrains pour un deck. Alors on a vu quand même que le deck joue beaucoup de cartes qui sont à bas coût. Tu joues quand même très très peu de terrains pour un deck de Duel Commander. Alors il n'y a pas beaucoup de terrain, l'objectif de la mana base c'est de réussir à trouver assez vite ses colorés parce que Cities coûte 2 colorés et que Delta 2 elle est assez exigeante là-dessus. Et à noter aussi qu'on joue un maximum de landes capables de filtrer la mana que produit Sarah Sanctum, parce que Sarah Sanctum ne produit que du mana blanc, et on a quand même beaucoup d'enchantements avec du vert, même si par exemple pour 2 effets similaires, je préfère un enchantement blanc pour cette raison, parce que c'est plus facile du coup de le caster avec Sarah Sanctum. Après dans les terrains, il y a quelques petites surprises. On joue Gemstone Cavern, parce qu'on est capable de compenser la perte de CA via Cities, via la command zone, et que prendre le play dans ces moments-là, enfin passer notre T1 pour aller directement au T2, vu notre général, c'est vraiment trop fort. On joue les Painland comme Mana Confluence ou City of Brass sans problème, parce que Cities compense parfaitement ça avec le petit point de vie qu'elle fait gagner. Idem pour les fetch, on n'hésite pas à craquer nos fetch, parce que de toute façon Cities nous refera gagner le point de vie. En ce moment, je teste Urza's Saga. Il s'avère que comme la carte est un enchantement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit super cool, mais en fait, il s'avère qu'elle ne fait pas piocher sur Cities parce qu'elle n'est pas lancée, mais elle est simplement jouée. Donc on ne pioche pas avec Cities quand on joue une Urza's Saga. Mais ça fait un mana de plus sur Sarah Sanctum. Ça permet d'aller chercher Expedition Map, par exemple, pour trouver Sarah Sanctum. Et ça peut être un moyen de faire un kill supplémentaire en faisant une boucle Urza's Saga et Hall of Eliod Generosity, par exemple, et ainsi de produire des tokens en permanence. Si jamais City est bloqué par un Dreaded Magistrate, par exemple. C'est un cas un peu corner case, mais ça existe. Après, dans les terrains, c'est principalement des bilands, que ce soit du Fastland au Canopy Land, etc. Une petite Flagstone of Trocker, parce que de temps en temps, on va pouvoir réussir à faire Crop Protection en la sacrifiant, et là, c'est la teuf. Et après, on a Sarah Sanctum 2, appelé aussi Nykthos, Shrine to Nyx, qui va de temps en temps faire office de Sarah Sanctum quand Sarah Sanctum aura été géré. C'est vraiment pas aussi efficace que Sarah Sanctum. Ça a le petit avantage de pouvoir faire le mana de la couleur de notre choix, mais c'est quand même pas la panacée. En termes de cartes, on préférera toujours trouver Sarah Sanctum. Actuellement, je joue Lotus Petal et Moxamber. Ça va permettre vraiment de faire arriver City plus vite ou d'être capable de la jouer et d'enchaîner avec un enchantement. Je joue aussi en ce moment Grave Digger's Cage, et dans mon Maybe board, il y a une aiguille à sectionner qui me fait un peu de l'œil et qui pourrait venir dans le pack prochainement. Bah du coup merci pour l'explication en tout cas du deck en global. Est-ce que tu as envie que maintenant qu'on passe un petit peu au match-up? Comment se passe Cities en général quand tu joues avec? Cities, c'est un deck
qui est très proactif. On est très, très proactif. On veut vraiment jouer nos cartes, et être devant l'adversaire. On a beaucoup de mal à rattraper quand on est très derrière et que l'adversaire est capable d'enchaîner les removals sur Citis ou sur nos autres effets Enchantress. Je pense que le deck est au moins un bon tier 2. Je pense qu'il a beaucoup d'armes pour se hisser dans les tiers 1, post-Inala et post-Ragavan. C'est un deck qui est capable d'une forte adaptation via les enchantements et qui est un nouveau type de deck combo un peu contrôlish, qu'on n'a pas l'habitude de voir il a un avantage, assez particulier, c'est qu'Enchantress, ça joue avec un type de permanent où au moins 2 couleurs ne peuvent, pas trop, réagir. Si vous affrontez un joueur de mono red ou un joueur de mono black, il va souvent tirer la langue en voyant des enchantements qu'il va pas pouvoir déloger et il va devoir un peu vivre avec. Donc ça leur fait mal. Donc ça, c'est assez appréciable, surtout que c'est des couleurs qui sont un peu à la mode. On a vu Tevesh Mira qui est en train de se hisser dans les decks contrôle les plus populaires du format. Et c'est par exemple un match-up que je pense plutôt à notre avantage du fait qu'il a du mal à gérer les enchantements. Faut quand même se méfier par exemple d'Ugin, qui est une des raisons de lister Pity Needle. C'est que Ugin posé sur un champ de bataille, contre nous c'est dévastateur, parce qu'on perd vraiment tout, vu qu'on joue quasiment que des permanents, et qu'on compte vraiment sur eux pour pouvoir arriver dans le moment de la partie où on pioche 10 par tour et on caste Emrakul avec 8 mana dans la réserve. Et là, Ugin peut vraiment nous être dévastateur. Une autre carte qui est dévastatrice et qui justifie l'arrivée de Pity Needle dans le deck, c'est Pernicious Deed, qui va détruire tous les enchantements et toutes les créatures. Alors là, c'est comme Ugin, mais ça arrive encore plus vite et encore plus fort. C'est vraiment catastrophique. Donc dans les match-ups, au global, on est plutôt positif contre aggro et midrange. Plus un deck midrange va chercher à être agressif et à prendre le board, plus on va être violent avec lui, parce qu'on a tous nos effets de taxe type Ghostly Prison qui vont vraiment, vraiment le ralentir. Et il va pas avoir la densité de removal ou de contre pour nous empêcher de faire toutes nos bêtises. Plus un deck va être aggro, plus ça sera vrai, jusqu'à un point où le deck en face va être trop aggro, et là où ça peut devenir un petit peu compliqué. Des packs comme Red Deck Queen peuvent être difficiles parce qu'ils nous mettent assez la pression, et leurs blasts en fait sont une densité de removal assez forte pour gérer City sans boucle. Et du coup, on peut plus compter sur le gain de point de vie à ce moment-là, et ça peut devenir compliqué. Contre contrôle, le match-up va aussi pouvoir être avantageux d'un côté ou de l'autre. Ça va vraiment dépendre des types de deck contrôle. Un deck contrôle comme Tevesh Mira, principalement concentré sur des removals, va avoir du mal parce qu'on va jouer un petit peu plus en retrait et faire à chaque fois Cities plus enchantement. Et du coup, on continue d'avoir des cartes en main, alors que lui dépense ses removals. Et à un moment, on va trouver une autre enchantress qui va pas être capable de gérer. Et alors là, c'est la teuf. On peut commencer à partir vraiment, vraiment en combo. Par contre, un contrôle comme Kenrit Twins, par exemple, va jouer des cartes comme Narset ou Hullbreacher qui sont vraiment dramatiques pour nous parce que nous empêcher de piocher, c'est fini, on ne joue plus. Quand ces cartes arrivent sur le champ de bataille, si on n'est pas capable de les gérer dans le tour ou le tour d'après, c'est souvent game parce qu'on ne fait plus rien du tout, quoi. Nos enchantements nous semblent vraiment très faibles. C'est normalement la force, c'est qu'ils se coûtent pas cher et qu'ils permettent de cantrip et comme ça de prendre petit à petit le contrôle de la partie. Pour un deck bleu, par exemple, c'est très compliqué de se dire bah, tiens, je vais contrer ça ou contrer ça quand c'est des petits enchantements à 1 mana qui n'ont pas a priori d'impact. Mais en fait, ils font tous piocher et c'est là où c'est vraiment compliqué pour eux. Mais ils ont quelques trump cards contre nous et sont capables de nous voler la partie. Enfin, les match-ups plutôt combo, ça va être très 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 variable. Soit on est face à un match-up combo et on touche nos cartes qui le défoncent, comme par exemple un Kinan, on va toucher notre Suppression Field ou notre Stony Silence, et alors là c'est la catastrophe pour lui. Soit on va pas trop les trouver, on va trouver nos cartes anti-aggro telles que nos Ghostly Prison, et là on fait un petit peu la tronche, on n'est pas trop capable d'interagir avec lui. J'essaye moi de jouer plus de gestion, avec notamment un Unexpectedly Absent et Source to Plowshare, pour être capable d'interagir là-dessus, mais c'est pas forcément efficace. À noter que les agro combos tels que Ogak ou Winota sont plutôt avantageux. Winota a quand même l'avantage de passer à travers nos Ghostly Prison.
puisqu'il suffit qu'elle déclare des créatures attaquantes, qu'elle paye pour ces créatures, certes, mais en fait, les créatures qu'elle va mettre en jeu via Winota ne seront pas affectées par ces taxes. Et du coup, ça va quand même lui permettre d'avancer dans son plan de jeu, certes en boitant un peu, mais en boitant quand même pas tant que ça par rapport à ce qu'elle va être capable de faire. C'est aussi pour ça qu'il y a Gravedigger's Cage dans ma liste actuelle, parce que ça défonce Winota. Et en plus de ça, ça nous permet d'affronter des packs comme Reanimator, qui peuvent être des packs qui nous prennent de court, des moments où on n'est pas capable de trouver assez vite nos repos en paix ou ce genre de cartes. Et du coup, Gravedigger's Cage rajoute à ça. Ça permet aussi de se battre contre Storm, qui est un des archétypes les plus difficiles, parce que toutes les cartes blanches de hate contre Storm, telles que Deafening Silence ou Rule of Law, c'est des cartes qui nous détruisent aussi, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a un deck Storm, mais un deck Storm enchantress, et du coup, les enchantements anti-Storm, on peut pas se permettre de les jouer. Le pack est plutôt bien positionné actuellement quand on voit les decks qui sont à l'honneur, à savoir, j'identifie Tevesh Mira, un retour de Kinan et Niv Mizzet 5C, c'est plutôt des bons match-up, parce qu'ils essaient pas trop de nous mettre la pression, et on est capable d'avoir des armes vraiment très fortes contre eux. Et ils ont assez de mal à interagir avec nous au global. Comment tu placerais le deck dans la méta actuelle qui est effectivement, il est vrai, très jeune? Pour l'instant, en tout cas, aucun deck tuant systématiquement tour 3-4 est présent. Mono rouge n'a pour l'instant pas de généraux abusés. Comment tu vois, comment tu vois le deck en ce moment? Et ben moi, je vois le deck plutôt bien positionné, avec une grosse capacité d'adaptation. Il y a aussi beaucoup de choses à creuser au niveau du pack. Je pense qu'il a encore la liste qu'on présente aujourd'hui est encore améliorable et sera améliorée. Il y a vraiment beaucoup de potentiel sur le pack. Je pense que c'est un très bon pack pour aller venir en tournoi, déjà parce que il y a beaucoup de monde qui ne sait pas jouer contre Enchantress. C'est un archétype qu'on voit jamais en Commander. Donc c'est un avantage fort qu'on a sur les adversaires. Il y a une capacité d'adaptation qui est très élevée. Si on connaît bien notre méta local, on est capable de vraiment venir avec les bonnes Silver Bullet et vraiment pouvoir être catastrophique pour les adversaires. Je pense que c'est un deck qui est vraiment bien positionné, qui a un plan de jeu proactif, très fonctionnel. Il sait ce qu'il veut faire, il sait comment le faire. On est capable de revenir de beaucoup de situations dramatiques. Donc c'est, je pense, un deck très bien positionné et qu'il faudra certainement surveiller à l'avenir. Parce que je lui souhaite beaucoup de bien à ce deck, et c'est d'ailleurs le deck avec lequel je viendrai certainement dans les tournois à venir. On sait qu'en ce moment, au niveau du comité ou au niveau des cartes qui peuvent se faire ban ou déban, quelquefois c'est un peu la folie furieuse. Toi, t'en penses quoi, par exemple, de Cities? Comment est-ce que tu le placerais sur cette espèce d'échelle où à 0 c'est complètement safe de l'avoir et à 10 ça risque de prendre un ban en duel commander? Alors c'est vrai qu'en commandant, on a tendance très vite, dès qu'un pack est un peu fort, à penser ban, ban, ban. On est très très loin d'un pack problématique tel que Inala a pu l'être. On est sur un pack qui est proactif, qui fait des choses fortes, qui les fait bien, qui est impressionnant, mais qui est très loin d'être impossible à enrayer. Comme je disais, une bonne densité de removal, des cartes comme Pernicious Deed nous font très mal. Ce sera peut-être l'occasion de revoir certaines cartes dans Winnie White. Par exemple, je pense au Léonine Relic Warder, qui est exilé en enchantement tant qu'il était sur le champ de bataille. Donc ce genre de carte, on va peut-être pouvoir voir revenir si on remet les enchantements à l'honneur. Par contre, c'est vrai que ça va peut-être chasser du format quelques packs qui commençaient à essayer d'exister. Je pense à Asmore, qui aime pas du tout prendre Stony Silence, qui aime pas du tout prendre Suppression Field, et qui en plus de ça aime pas du tout prendre Ghostly Prison. Donc c'est vraiment un match-up qui est très très violent pour Asmore. Et c'est vrai que du coup, il faudra quand même surveiller le pack, parce qu'il fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le format. Mais je pense que le deck est très très safe niveau ban, qu'il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Si on peut parler un peu d'une stratégie budget qui effectivement peut-être changerait drastiquement la construction du deck, vu que déjà il me recule peut déjà rentrer dans les cartes un petit peu chères. Si par exemple met de côté cette carte-là et qu'on regarde quand même tout le reste, parce que je vois, alors tu l'as dit que c'était un peu en test, mais tu as Urza Saga, tu as Serra Sanctum, comme tu disais. Complètement, ouais. Il y a une version budget de Cities. En fait, il faut voir que dans Cities, au niveau de la mana base, actuellement, moi, je joue une mana base avec des fetch et un biland, c'est complètement cuttable. En fait, le pack peut très bien s'en sortir avec
beaucoup plus de basique. Déjà parce que ça nous rend moins sensible à notre propre suppression field, ce qui est plutôt agréable. Et il existe plein de bilans tout à fait raisonnables à jouer avec plus de basique. Donc ça déjà, il y a de grosses économies qui peuvent être faites au niveau du deck sur la mana base à ce niveau-là. Je te parlais de Urza Saga, c'est très gadget actuellement. C'est testé, pour le moment je trouve ça appréciable, mais c'est pas du tout waouh comme ça peut l'être dans d'autres decks. Et c'est encore une fois très cutable. Et surtout que c'est en plus une carte qui produit de l'incolore, donc c'est parfois un peu chiant. Enfin bref, c'est pas vraiment la carte waouh. On se dit c'est trop fort, il faut absolument la jouer. Emrakul, ça commence à rentrer dans les cartes qui sont un peu compliquées à cut. Au sens où c'est vraiment un des kills les plus faciles du pack, parce que c'est une créature et du coup ça se tutore très facilement. Et parce que son effet est vraiment très dévastateur, il n'y a pas beaucoup de packs qui sont capables d'encaisser Emrakul et de revenir. Donc ça commence à rentrer dans ces cartes où c'est un petit peu compliqué de passer à côté pour le pack. Même s'il y a d'autres moyens de tuer, je ne trouverais pas ça déconnant, par exemple, de jouer un autre Eldrazi, même un Titan Eldrazi par exemple. Je sais qu'il y a Ulamog, premier du nom, qui est peut-être moins cher parce que moins joué, etc. et qui est tout à fait raisonnable. L'Annihilator 4, ça tue très bien des gens. Le côté, au pire, il se reshuffle et on ira le retrouver, fonctionne très bien aussi. Donc ça, il y a des options, des alternatives un peu plus budget. Et après, dans les enchantements, il me semble pas qu'il y ait d'enchantements qui valent beaucoup d'argent. La plupart des enchantements sont assez abordables en termes de prix. Parce que les enchantements, c'est quand même pas très joué de manière générale. Donc c'est pas très cher. Le Moxhumber est tout à fait cutable, c'est tout à fait gadget. Hein, c'est gadget. On est content quand on l'a, hein, évidemment, sinon il serait pas dans le deck. Mais c'est quelque chose qui on peut complètement se passer, et tant pis, on jouera quelque chose d'autre à la place. Là où il y a quelque chose qui est un peu bloquant pour le pack, à mon sens, c'est Serra Sanctum. Serra Sanctum, c'est la carte chère du pack, c'est la carte la plus importante parce que on veut absolument avoir plein d'enchantements en jeu via les petits enchantements et profiter de la mana générée par Serra Sanctum. Évidemment, le deck joue des games où on trouve pas Serra Sanctum parce que on l'a pas pioché, parce qu'on n'a pas trouvé nos tutors, parce qu'on l'a posé, on l'a activé pour 2 mana et on se l'est fait casser le tour d'après, parce qu'il y a eu Blood Moon T3 et du coup c'est comme si on l'avait jamais eu. Mais, et on est capable de gagner ces games, hein, fort heureusement, je vous rassure, on est capable de gagner ces games même sans Serra Sanctum. Par contre, toutes les games où on a Serra Sanctum, on prend un avantage tellement considérable sur la partie, c'est vraiment très fort. C'est vraiment le moment où on passe de en fait on avait 4 mana et le tour d'après on en a 11 quoi. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on arrive au moment où on est ingérable pour l'adversaire parce qu'on génère trop de mana, on pioche trop de cartes, on fait trop de choses, on rajoute trop de petites taxes ça et là sur le champ de bataille et c'est plus possible pour lui de suivre. Je pense, et je le dis souvent sur le Discord de Magic Wicket, j'envisage pas le deck sans Serra Sanctum dedans. Ça demande de rechanger trop de slots. Je pense que par exemple, on jouerait pas Crop Rotation, on jouerait pas Expedition Map s'il n'y a pas Serra Sanctum, parce que Nikto c'est pas assez efficace dans ce rôle-là. Et je pense que ça demande de remanier le pack. Après, est-ce qu'une version remaniée du pack est possible? J'ai envie de dire oui. Il y a une version de Jondo qui joue des elfes et qui joue beaucoup plus d'effets enchantress, parce qu'en fait il en existe beaucoup à 3 mana sur des créatures en général de 2. Personnellement, je n'aime pas ces enchantress là, parce que je les trouve trop faibles, trop chers en mana, trop facilement gérables. Si l'adversaire est capable de gérer City, il est capable de gérer une enchantress de 2. Mais avec les elfes, il est possible qu'on compense ce côté, ouais, mais il coûte 3 mana, et on augmente notre densité, ce qui fait qu'on est moins sensible au removal. Si c'est tué, c'est pas grave, on a d'autres enchantress dans le deck. Le problème, c'est que à un moment, il faut faire de la place pour ces elfes et ces enchantress, et c'est en général au niveau de la gestion et au niveau des tutors que c'est cut. Jondo, par exemple, ne joue pas Search for Glory, qui est un excellent tutor à Serra Sanctum, ou à Emrakul. Ne joue pas Source to Plowshare ou Unexpectedly Absent, qui sont des removals et qui permettent de passer à travers des Hullbreacher ou des Draining Magistrate. Et du coup, une certaine flexibilité, une certaine stabilité via les tutors qu'on perd, mais d'un autre côté, on gagne une certaine stabilité en ayant plus d'enchantress dans le pack. La version avec des elfes et avec plus d'enchantress, a priori, selon ses dires, j'ai pas eu le temps de plus l'essayer que ça, se passe mieux de Serra Sanctum parce qu'il compte plus sur le fait de piocher beaucoup
que le fait de jouer beaucoup d'enchantements. Moi, dans un tour, avec ma version, je pioche beaucoup, parce que je joue beaucoup d'enchantements dans un même tour. Mais séparément, mes enchantements me font piocher assez peu. Dans sa version avec plus d'enchantress, il pioche autant, mais avec moins d'enchantements joués. Parce qu'il met plus d'enchantress sur le champ de bataille. Au global, je joue un tout petit peu plus d'enchantements que lui. Je crois que j'en joue 38 quand lui en joue 36 ou 35, je ne sais plus exactement. Donc ça se vaut. Mais voilà, il y a ces petites différences. Et est-ce que la version avec les elfes et les enchantresses peut se passer de Serra Sanctum? Je pense que c'est en tout cas celle qui a le plus de chances de pouvoir s'en passer. Mais si vous voulez monter C10 et que vous avez de l'argent à mettre dans une seule carte, mettez-la dans Serra Sanctum. C'est vraiment la meilleure carte du pack. Donc du coup, pour toi, il ne peut y avoir que deux listes qui peuvent exister. Ta liste, plutôt contre combo justement, et celle de Jundo qui joue plus d'elfes et de créatures qui peut piocher sur les enchantements, quoi. Exactement, oui. Après, je dis ça, mais la liste de Jundo avec les elfes et les enchantresses supplémentaires joue aussi Serra Sanctum, bien évidemment. Mais il compte moins dessus et justement ne joue pas les tutors à Sanctum parce qu'il arrive à mieux s'en passer. Bon, je pense qu'on a vu les grandes lignes là du coup du deck. L'avenir le dira s'il est viable en duel commander. En tout cas, moi je suis agréablement surpris que Wizard nous a enfin sorti un général viable pour la thématique enchantresse, hein. On rappelle qu'il y avait déjà eu les thématiques avec Etris, avec Tuvasa. Enfin voilà, ils avaient essayé pas mal de choses, mais en bante. Et là, du coup, on se rend compte que finalement, bah, il faut revenir aux bases, qui est plus simplement le bicolore, qui assure bien une stabilité sur la mana, et en plus de ça, bah, qui nous permet de jouer les meilleurs enchantements finalement. Et donc on a un petit général, un nouveau petit général qui vient d'arriver et qui est bah, complètement viable, j'ai l'impression, non? Alors ouais, bicolore, tout simple, ça fonctionne bien. Et en fait, le dernier, c'est Golos Enchantress, avec Golos qui est complètement l'inverse du Citis dans le fonctionnement. Citis, en fait, on a l'effet Enchantress dans la command zone, et on cherche notre Serra Sanctum. Avec Golos, c'est l'inverse, on a notre Serra Sanctum dans la command zone, et on cherche nos effets Enchantress. Donc c'est assez marrant de voir les deux packs, leur fonctionnement est drastiquement différent. Là où Golos va plus chercher à faire de la value et jouer plein d'enchantements très très forts indépendamment les uns des autres. Dans Cities, on joue des enchantements qui sont vraiment rincés, juste pour pouvoir trigger notre général et avancer dans le plan de jeu. Alors c'est vrai que toi, ah, moi je t'ai connu évidemment en tant que joueur de J-Trog. Après très vite t'es passé à Golos, justement, Golos Enchantress, puis Golos Monomorph, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a fait passer de Golos Enchantress à Citis? Tout simplement, en fait, le général venait de sortir. Il y avait les spoilers de Modern Horizon 2 qui étaient en cours. On avait déjà eu Cities, on se doutait que du coup on aurait pas mal d'enchantements dans l'extension pour que en environnement de draft Cities fonctionne. On n'a pas été déçus, il y en a plein. Dans plein de couleurs d'ailleurs, pas que en Sylvesnia. Et à partir de là, on s'est dit, bon bah, Golos Enchantress, il va falloir repenser le deck de zéro. Il y a trop d'enchantements qui viennent chambouler tout ce qu'on sait et qui nous demandent de repenser le deck complètement. Je pense à Flame Blitz particulièrement, qui fait que tous les Planeswalkers du pack ont été remis en cause dans Golos, et on en jouait beaucoup. On en jouait 8, je crois. Ce qui est une bonne quantité quand même. Et du coup, il a fallu repenser complètement Golos. En fait, pendant qu'on mettait le deck à plat, il y avait Cities qui était sorti, et ça, c'était assez facile de se dire, eh ben, on va tout droit, on met plein de trucs, et si on voit d'autres enchantements pour Cities qui sont trop bien, on les rajoutera. Il y a eu le Sanctum Weaver, par exemple, qui était un ajout évident au pack. Mais à côté de ça, en fait, dans Modern Horizon 2, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont rentrées dans Cities. Il y a eu beaucoup de réimpression en green-white pour l'archétype. Mais il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles cartes. Alors que pour 5C, il y a eu plein de nouvelles choses et des choses qui ont chamboulé beaucoup la manière de penser. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette deck tech, mais en tout cas, si vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie d'en savoir plus, bah, n'hésitez pas à poser des questions du coup à Oni. Et Oni, où est-ce qu'ils peuvent les poser justement pour que tu puisses y répondre facilement? Eh bien, déjà dans les commentaires de cette vidéo, parce que j'irai checker les commentaires assez régulièrement. Je mettrai d'ailleurs un commentaire auquel vous pourrez répondre si jamais vous avez des questions directement pour moi.
Sinon, vous pouvez me retrouver sur les Discord des Chroniques des Commandeurs et celui de Magic Biquette que j'administre. Sur celui des Chroniques, n'hésitez pas à me ping pour que je vois bien votre message et je vous répondrai avec plaisir. Et sur Magic Biquette, je suis de toute façon à l'affût de tous les messages sur le Discord. Et donc, si jamais je vois un message dans le chat Citis, je vous répondrai avec plaisir. Encore une fois, c'était super cool de t'écouter tout au long de cette deck tech. Si vous aussi vous avez des idées de deck tech vous avez envie qu'on en parle sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup, nous, on se fera un plaisir d'essayer de trouver justement d'aller voir un interlocuteur approprié pour discuter de ce général en tout cas, et d'avoir tous les mécanismes qui sont liés autour du pack. Nous, en tout cas, on se retrouvera sans doute très prochainement pour une nouvelle deck tech, parce que la chaîne avait un petit peu ralenti là-dessus, faut compenser. D'ici là, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas évidemment à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter. Venir également sur le Discord si vous avez envie de discuter d'un général en particulier, envie de jouer aussi ce général. Je rappelle que les jeudis soirs, vous pouvez venir jouer en toute liberté. Et si vous avez des questions pour des judges, n'hésitez pas à venir également les poser parce que nous avons des judges dans le Discord. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. On va se dire au revoir, Oni. Merci encore une fois à toi. Je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, d'une part, et en plus de ça, de parler d'un deck que j'apprécie. Donc, joindre l'utile à l'agréable, et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de s'intéresser au pack, qui est juste super intéressant, super agréable à piloter. On n'en a pas parlé, hein, mais faire pour un mana vert, exploration, et en fait je pioche 2 et je vous repose un land, oh là là, c'est quand même quelque chose, hein. Donc n'hésitez pas à jouer le pack et à nous faire vos retours, que ce soit dans les commentaires ou sur Discord, c'est super intéressant. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Les Chroniques des Commandeurs. Bye bye. Ciao, des gros bisous, bye bye.